La vérité qui dépasse la fiction, on l'entend tout le temps. Mais franchement, parfois c'est incroyablement vrai. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans des archives déclassifiées, des documents qui révèlent des opérations gouvernementales tellement folles qu'on les a longtemps crues sorties de l'imagination des complotistes. On va parler de chats espions, oui, mais aussi de mensonges qui ont littéralement déclenché des guerres. Accrochez-vous, parce que la réalité va prendre une toute autre dimension. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout ça. Comment est-ce que des idées qui semblent tout droit sorties d'un mauvais film d'espionnage ont pu être, sérieusement envisagées, financées et parfois même mises en œuvre par des gouvernements? On va commencer avec des histoires, disons, assez surprenantes, avant de glisser vers des choses beaucoup plus sombres. Allez, on commence avec le côté, on va dire, le plus créatif des services secrets. On va parler de projets tellement audacieux et, il faut le dire, parfois tellement ridicules qu'on a du mal à y croire. C'est un peu la face cachée et presque comique de l'espionnage, le moment où l'imagination a complètement pris le pas sur la raison. Alors, il faut se mettre dans le contexte. On est en pleine guerre froide. La CIA cherche des moyens d'espionner ses ennemis, et là, quelqu'un a une idée qui semble tout droit sortie d'un cartoon. L'idée, c'est quoi? C'est de transformer un chat, oui, un chat, cet animal connu pour n'en faire qu'à sa tête, en un micro sur pattes ultra sophistiqué. Le plan, c'était de l'envoyer écouter discrètement des conversations ultra secrètes. Simple, non? Et là où l'histoire devient complètement dingue, c'est quand on regarde le budget. 10 millions de dollars. De l'époque! Pour un seul et unique chat. La majeure partie de cet argent, c'est parti dans le développement de micros minuscules, de batteries et bien sûr dans la chirurgie pour tout implanter dans le pauvre animal. Une fortune. Pour un projet qui dépendait entièrement du bon vouloir d'un matou. Bon, après des années de travail et des millions de dollars dépensés, le grand jour arrive enfin. Le tout premier test en conditions réelles. La CIA lâche son agence secret félin près d'un parc. Sa mission, aller écouter deux types qui discutent sur un banc. Le chat est libéré, il fait quelques pas, il regarde à gauche, à droite, et il traverse la rue. Et là, bam, un taxi. Fin du projet. L'imprévisibilité légendaire du chat a eu raison d'un plan à plusieurs millions de dollars. Un fiasco total, aussi rapide que spectaculaire. Et si on pense avoir touché le fond avec le chat espion, attendez de voir ça. La fameuse bombe gay. Non, ce n'est pas une blague. Un document officiel du Pentagone, datant de 1994, a bien confirmé que l'armée de l'air américaine a sérieusement réfléchi à une arme chimique. Une arme non létale dont le but était de rendre les soldats ennemis sexuellement irrésistibles les uns pour les autres. L'idée, c'était de semer le chaos dans leur rang et de saper leur discipline. Bon, le projet n'a heureusement jamais vu le jour, mais le simple fait que ça a été couché sur le papier, ça en dit long. Bon, on a vu le côté absurde, presque drôle, de ces plans secrets. Mais maintenant, on va changer complètement de registre. On quitte le bizarre pour entrer dans le tragique. Parce que tous les complots n'étaient pas des échecs comiques. Certains ont parfaitement fonctionné et ont eu des conséquences absolument dévastatrices. Ici, on va voir comment des récits ont été fabriqués de toutes pièces pour justifier des guerres et une surveillance de masse. Là, on ne parle plus d'expériences un peu folles qui ont mal tourné. Non, on parle de mensonges délibérés, calculés, qui ont changé le cours de l'histoire et qui ont coûté la vie à un nombre incalculable de personnes. L'exemple parfait, c'est l'incident du golfe du Tonkin. Le 2 août 1964, il y a bien une petite escarmouche, un vrai combat entre un navire américain et des bateaux nord-vietnamiens. Mais c'est ce qui se passe 2 jours plus tard qui est crucial. Le gouvernement américain annonce une deuxième attaque, soi-disant non provoquée. Sauf que, des années plus tard, les documents déclassifiés l'ont prouvé. Cette deuxième attaque n'a jamais existé. C'était probablement une erreur de radar, une fausse alerte. Le plus fou, c'est que même le commandant du navire américain a dit tout de suite qu'il avait des doutes. Mais personne n'a voulu l'écouter. Et cette attaque fantôme, elle a servi de justification. C'était le prétexte attendu pour plonger tête la première dans une guerre. En s'appuyant sur cet événement qui n'a jamais eu lieu, l'administration américaine a obtenu le feu vert pour une escalade massive au Vietnam. C'est comme ça qu'un mensonge a ouvert la porte à l'une des guerres les plus terribles du XXe siècle. Mais la manipulation ne se limitait pas à la politique étrangère, loin de là. Sur son propre sol, le FBI menait une guerre secrète avec un programme au nom de code bien connu, COINTELPRO. L'objectif était simple et terrifiant, surveiller, infiltrer, discréditer et, si possible, détruire toutes les organisations politiques considérées comme subversives. Et pour ça, tout était permis. Écoutes illégales, fausses rumeurs, lettres anonymes jusqu'à la provocation à la violence. Et qui était dans le viseur? Eh bien, à peu près tout le monde qui dérangeait l'ordre établi. Des figures majeures comme Martin Luther King Jr., des artistes engagés comme John Lennon ou même Aretha Franklin, des acteurs comme Jean Seberg harcelé pour son soutien aux Black Panthers, mais aussi des milliers de manifestants anonymes contre la guerre du Vietnam.
En gros, si une voix s'élevait un peu trop fort, elle devenait une cible. C'était une véritable machine de guerre interne, dirigée contre ses propres citoyens. On arrive maintenant à la partie la plus sombre, la plus dérangeante de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. On va parler d'expériences sur des êtres humains, des moments où le gouvernement a décidé que certains de ses citoyens n'étaient plus des personnes, mais de simples sujets de laboratoire. Cette phrase, c'est le résumé glacial de l'étude de Tuskegee. La promesse, c'était d'offrir des soins médicaux gratuits à des centaines d'hommes afro-américains pauvres pour ce que les médecins appelaient le mauvais sang. Mais la réalité, c'était un mensonge monstrueux. On ne les soignait pas. On les laissait développer la syphilis, sans aucun traitement, juste pour voir, pour observer sur des décennies comment la maladie les détruirait. L'étude a commencé en 1932. Mais le point de rupture absolu, le moment où ça bascule dans l'horreur pure, c'est en 1945. Pourquoi ? Parce qu'en 1945, on découvre un remède miracle contre la syphilis, la pénicilline. C'est efficace, c'est disponible. Mais les médecins en charge de l'étude ont pris une décision. Ils ont caché l'existence de ce remède aux participants. Et pendant 27 ans de plus, ils les ont regardés souffrir et mourir d'une maladie qu'on pouvait soigner, juste pour continuer leurs observations. Pour les garder dans l'étude, la manipulation était totale. On leur promettait des repas chauds, des examens médicaux gratuits et même de payer leurs enterrements. Pour des gens qui vivaient dans une grande pauvreté, c'était une offre difficile à refuser. Bien sûr, on ne leur a jamais dit la vérité. Jamais dit qu'ils avaient la syphilis, jamais dit qu'ils servaient de cobayes, et surtout jamais dit qu'un remède existait. Ils n'étaient plus des hommes, juste des données. L'objectif n'a donc jamais été de guérir qui que ce soit. L'objectif, c'était de documenter, de regarder, carnet en main, des hommes se faire dévorer de l'intérieur par une maladie, d'observer leur agonie, leur déchéance, jusqu'à leur mort. Tout ça au nom de la science. Au final, on estime qu'au moins 128 hommes sont morts directement de la syphilis ou de ses complications au cours de l'étude. 128, un chiffre qui glace le sang. 128 vies qui auraient pu être sauvées, facilement, avec un traitement qui existait. Et l'horreur ne s'arrête même pas là. Parce que ces hommes avaient des familles. On sait qu'au moins 40 de leurs épouses ont été infectées, et que 19 enfants sont nés avec la maladie. Des vies entières, des générations brisées par ce mensonge. On est parti d'un chat espion, on est passé par un mensonge d'État qui a déclenché une guerre, pour finir avec une expérience médicale d'une cruauté sans nom. Toutes ces histoires, qui ont longtemps été considérées comme des délires paranoïaques, sont aujourd'hui des faits, prouvés par des documents officiels. Ça nous montre que la réalité peut parfois être bien plus tordue que n'importe quelle fiction. Et ça laisse une question en suspens, une question assez vertigineuse. Si tout ça a fini par sortir, qu'est-ce qui se cache encore dans l'ombre ?